en juste une question de tirer le meilleur parti de ce que vous avez déjà. En 2006, la propre petite-fille de Mary Kay a poursuivi la famille en justice. Elle affirmait que son oncle Richard avait volé le contrôle de fonds fiduciaires d'une valeur de plus de 200 millions de dollars. Des documents judiciaires ont révélé des détails choquants sur la façon dont la famille vivait secrètement. Certains héritiers ne recevaient que 50 000 dollars par an, tandis que d'autres gagnaient des millions. La petite fille a déclaré qu'elle avait même été tenue à l'écart du lit de mort de Mary Kay. L'affaire s'est réglée discrètement en 2009. Mais elle a révélé la laide vérité derrière les Cadillac roses et les discours de motivation. Il y avait une guerre familiale amère pour une richesse massive que la plupart des gens ne soupçonnaient même pas. Mary Kay est née le 12 mai 1918 dans une petite ville thermale du Texas appelée Hot Wells. Ses parents y géraient un petit hôtel, mais quand elle n'avait que 2 ans, tout s'est effondré. Son père, Edward Wagner, a contracté la tuberculose. Il a dû passer 3 ans dans un sanatorium. Les factures d'hôpital étaient si élevées que sa famille a dû vendre l'hôtel. Ils ont déménagé dans un quartier pauvre de Houston, appelé le Sixth Ward. Sa mère, Lula, qui avait autrefois suivi une formation d'infirmière, devait maintenant gérer un petit café et travailler 14 heures par jour juste pour payer les factures. Son père était maintenant alité en permanence et Mary Kay, à seulement 4 ans, était soudainement celle qui devait s'occuper de lui. Pendant que les autres enfants jouaient, Mary Kay préparait les repas, nettoyait la maison et aidait son père à s'asseoir dans son lit. À l'âge de 7 ans, elle rentrait en courant de Dow Elementary tous les jours pour préparer le dîner. Sa mère n'était pas là pour l'aider. Elle était toujours au travail. Mary Kay a dû grandir vite. Elle prenait même le tramway seule pour aller au centre-ville de Houston, acheter de la nourriture et des vêtements. Elle n'était qu'une petite fille, mais elle a appris à convaincre les commerçants qu'elle avait de l'argent et la permission. C'est là que son don pour la persuasion a commencé. Sa famille était extrêmement pauvre. Jusqu'à l'âge de 10 ans, leur maison n'avait même pas l'eau courante. Ils devaient utiliser un puits et des toilettes extérieures. Mary Kay ne portait que des vêtements faits main. Il n'y avait pas d'argent pour acheter quoi que ce soit de neuf. Mais elle ne s'est pas laissée décourager. Elle est devenue la meilleure vendeuse de biscuits des Girl Scouts à Houston. Elle a même battu Dorothy Zapp, une camarade de classe riche qui avait tout. La famille Zapp a été tellement impressionnée qu'elle a invité Mary Kay à leurs vacances et à leurs fêtes. Cela lui a donné un aperçu de ce que le succès pouvait être. Sa mère, Lula, avait un dicton. Elle disait toujours à Mary Kay au téléphone « Tu peux le faire ». Ces 4 mots sont restés gravés en elle à jamais. Mais il y avait une tristesse cachée derrière eux. Lula travaillait tellement. Elle n'était pas là pour lasser les chaussures de sa fille ou l'aider à faire ses devoirs. Elle n'était pas à la maison pour faire des biscuits. Le téléphone était leur seul lien réel. Mary Kay a admis plus tard que sa mère disait probablement « Tu peux le faire » si souvent parce qu'elle n'était pas sûre que Mary Kay en soit vraiment capable. Ce doute a planté quelque chose de profond en elle. Cela l'a rendue déterminée à faire ses preuves coûte que coûte. Au lycée Reagan, Mary Kay a été confrontée à un harcèlement cruel. D'autres élèves se moquaient d'elle parce qu'elle était pauvre, mais elle a quand même obtenu son diplôme de major de promotion en 1934 à seulement 16 ans. Elle a terminé ses études secondaires 1 an plus tôt. Elle a remporté des prix en dactylographie et en débat, et elle a été classée 2e meilleure oratrice lycéenne du Texas. Elle a vendu plus de billets d'événements que quiconque à l'école. Son rêve était de devenir médecin. Elle s'est inscrite à des cours préparatoires à la faculté de médecine à l'Université de Houston en 1942, allant même jusqu'à prétendre être célibataire parce que les femmes mariées n'étaient pas autorisées dans certains programmes. Mais la faculté de médecine était un parcours de 10 ans et elle avait des enfants à nourrir. Lorsqu'un test a montré qu'elle était meilleure en vente qu'en sciences, elle a renoncé à son rêve. Les années d'adolescence de Mary Kay ont été remplies de peur et de stress. Elle a obtenu d'excellentes notes
et a rejoint des clubs, mais elle a également dû faire face aux dangers auxquels les jeunes femmes sont confrontées dans des environnements dangereux. Ces expériences la conduiraient plus tard à créer une fondation qui aidait les femmes à échapper à la violence. Elle savait ce que c'était que de se sentir en danger et de ne pas être entendue. Le 20 juillet 1934, Mary Kay a pris une décision rapide. À seulement 17 ans, elle a épousé Ben Rogers, un pompiste de 20 ans qui chantait à la radio locale. Elle était encore au lycée. Ce n'était pas un choix romantique, c'était une question de survie pendant la Grande Dépression. Ils étaient si fauchés qu'ils ont dû vivre avec ses parents au 211 Kane Street. En 1940, Ben travaillait comme recouvreur dans un magasin de vêtements. Leur vie était difficile et les choses n'ont fait qu'empirer. 5 jours après son 17e anniversaire, le 17 mai 1935, Mary Kay a donné naissance à sa fille, Marilyn. Cela signifiait qu'elle était enceinte à 16 ans. Elle faisait du babysitting pour seulement 50 cents par jour, marchant des kilomètres sous le soleil brûlant pour gagner quelques pièces. Elle était une adolescente avec un nouveau-né et aucune aide réelle. La dépression postpartum n'était pas quelque chose dont les gens parlaient à l'époque, mais elle la ressentait profondément. Elle luttait en silence, faisant tout ce qu'elle pouvait pour survivre. Son mariage n'a pas duré. En 1938, Ben Rogers buvait beaucoup et la trompait. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Marilyn en 1935, Ben Jr. en 1937 et Richard en 1939. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, Ben n'a rejoint l'armée qu'en janvier 1944. Mary Kay avait déjà demandé le divorce alors qu'il était encore à l'étranger. Quand il est revenu, il a lui-même demandé le divorce. Après toutes ces années où elle a maintenu. La famille unie, il est parti. Elle était maintenant une mère célibataire de 3 enfants dans les années 1940, une époque où les femmes divorcées étaient jugées sévèrement. Elle s'est tournée vers la vente en porte-à-porte. Elle vendait des livres de psychologie infantile tout en marchant sous la chaleur accablante de Houston, faisant face à un taux de rejet de 90%. Les gens ne voulaient pas acheter chez elle. Certains fermaient la porte juste parce qu'elle était une femme. Cette lutte lui a appris quel genre d'entreprise elle voulait construire un jour, un endroit où les femmes seraient respectées et récompensées. Dans les années 1950, être une mère célibataire était encore considéré comme honteux. Les gens la méprisaient parce qu'elle travaillait tout en élevant des enfants. Pendant 25 ans, elle s'est fait refuser les promotions. Les emplois qu'elle voulait étaient réservés aux hommes. Même lorsqu'elle formait d'autres personnes, les hommes recevaient un salaire plus élevé parce qu'ils subvenaient aux besoins de leur famille. Personne ne se souciait du fait qu'elle subvenait aussi aux besoins d'une famille. C'est à ce moment que sa mission d'autonomisation des femmes a véritablement commencé. Puis, en 1963, quelque chose de tragique s'est produit. Mary Kay s'est remariée, cette fois avec un chimiste qui croyait en son rêve. Ils avaient économisé 5 000 $ et prévoyaient de lancer une entreprise ensemble. Mais juste un mois après leur mariage, il est mort d'une crise cardiaque. Mary Kay a appelé cela le jour le plus sombre de sa vie. Elle a dû faire son deuil et lancer son entreprise en même temps. C'était terrifiant, mais elle n'a pas abandonné. Elle a avancé seule. En 1966, elle s'est remariée, cette fois avec un homme d'affaires, Mel H. Ils ont construit une somptueuse demeure circulaire de 4 millions de dollars à Dallas. Mel était gentil et populaire auprès du personnel, bien qu'il n'aimait pas le temps qu'elle passait au travail. Ils sont restés mariés pendant 14 ans. Il est mort d'un cancer en 1980. C'est la même période où son entreprise était en plein essor. Mary Kay Cosmetics était entrée en bourse en 1968. De 1973 à 1983, le cours de l'action a augmenté de 670%, mais elle a dû faire son deuil. À nouveau, tout en dirigeant une entreprise massive. Son intense motivation avait un prix. Après la mort de son deuxième mari,
elle a demandé à son fils de 20 ans, Richard, de l'aider à diriger l'entreprise. Il est devenu président et PDG. Ses 3 enfants ont tous travaillé pour l'entreprise à un moment donné, mais seul Richard est resté à long terme. Il a dit plus tard qu'il était difficile d'avoir une mère qui était toujours en voyage pour le travail. Elle a manqué des événements scolaires et des étapes importantes de la famille. Travailler avec elle signifiait ressentir constamment de la pression, mais il l'a fait quand même parce qu'il croyait en ce qu'elle avait construit. Mary Kay avait seulement 21 ans en 1939, marchant en porte-à-porte sous la chaleur estivale torride de Houston. Elle vendait des produits pour la maison et frappait à environ 10 à 12 portes chaque jour. Au cours de ses premiers mois, elle a réussi à vendre environ 150 $ par mois, ce qui était 3 fois plus que ce que vendaient les débutants masculins. Mais son chèque de paie était bloqué à seulement 25 $ par semaine. L'entreprise avait une règle selon laquelle seuls les hommes ayant une famille recevaient des commissions plus élevées. Les choses ont empiré lorsque son superviseur lui a dit à 2 reprises de venir dans sa chambre d'hôtel et de se rafraîchir avant les réunions. Elle a refusé. Juste après cela, il a donné sa zone de vente à un homme qu'elle avait formé. C'est à ce moment-là qu'elle s'est dit tranquillement que si elle créait un jour sa propre entreprise, personne ne serait mieux payé simplement parce qu'il était un homme. 6 ans plus tard, en 1945, son équipe se portait mieux que quiconque dans le Sud-Ouest. Ils avaient organisé même 245 réunions à domicile cette année-là et formé 150 nouvelles femmes. L'entreprise lui a même envoyé un télégramme pour la féliciter. Mais au moment de choisir un directeur de succursale, ils ont choisi un homme qui n'était là que depuis 11 mois. La raison était courte et brutale. Ils lui ont dit « Les femmes ne dirigent pas à ce bas, les sommes ici ». C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à copier tous les guides et tableaux de rémunération qu'elle pouvait trouver. Elle les a conservés comme des graines pour quelque chose qu'elle allait cultiver un jour. En 1952, elle a été invitée sur scène lors d'un grand rassemblement de vente à Dallas. Il y avait 900 personnes présentes. Mais juste avant qu'elle ne puisse parler, un vice-président de l'entreprise a pris le microphone et a dit « Gagnons du temps. Ce n'est qu'une femme au foyer qui aime parler. » La foule a ri. Mary Kay a quitté la scène en pleurant. Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre d'hôtel, elle a dressé 2 listes. L'une contenait 23 choses qu'elle changerait dans la façon dont une entreprise devrait traiter les gens. L'autre en contenait 6 qu'elle conserverait. Chaque élément de ces listes a été intégré au manuel de son entreprise 11 ans plus tard. Au début des années 1950, elle a eu une nouvelle idée astucieuse. Elle a commencé à envoyer des invitations mystères à des réunions. Les invités ne savaient pas qui était l'hôtesse avant leur arrivée. Cette seule astuce a fait passer les ventes de ces réunions de 80 $ à 240 $ à chaque fois. Les ventes totales de son équipe ont triplé en seulement 6 mois. Mais lorsque l'entreprise récompensait les gens, les primes en espèces n'étaient versées qu'au directeur masculin. Mary Kay a reçu un certificat en papier sans argent derrière. Ce moment est resté gravé en elle. Elle a décidé que dans sa propre entreprise, les récompenses seraient toujours claires et encaissables. En 1963, elle avait passé 25 ans dans la vente directe. Elle avait 45 ans et était grand-mère. Mais encore une fois, un homme plus jeune, âgé de seulement 26 ans, a été promu directeur régional avec le double de son salaire. La raison qu'ils ont donnée était qu'elle était trop vieille pour développer de nouveaux territoires. Le 6 mars 1963, elle a démissionné. Elle avait 5 000 $ d'économie. Assise à sa table de cuisine, elle a sorti toutes ses anciennes notes, celles qu'elle conservait depuis 1939, et les a transformées en un plan d'affaires de 31 pages. 6 mois plus tard, elle a ouvert une petite entreprise appelée Beauty by Mary Kay avec 9 femmes. Cette première année, elles ont réalisé 188 000 $ de ventes. Son empire rose est né de la frustration, de la discrimination liée à l'âge et d'années d'injustice. En 1955, elle a été nommée reine des ventes de Stanley après avoir vendu plus de 25 000 $ de produits en une seule année.
Cela représente environ 230 000 $ aujourd'hui. Elle a reçu des bijoux, une croisière et des produits qui auraient pu acheter une nouvelle Cadillac, mais pas la voiture elle-même. Puis, elle a vu son relevé de primes. L'entreprise avait changé les règles. Seuls les chefs de famille recevaient les primes complètes, ce qui signifiait seulement les hommes. Son salaire a été réduit de 30 %, soit environ 1 200 $ cette année-là. Un homme qu'elle avait surpassé a reçu l'argent à sa place. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à rêver d'une entreprise avec un salaire équitable pour les femmes. En janvier 1959, elle a rejoint World Gift Company en tant que directrice nationale des ventes. Elle a tout changé. Elle a introduit des cartes colorées pour suivre les prospects et des concours de fin de semaine pour stimuler l'énergie. Les ventes les sont passées de 320 000 $ à plus de 1 million de dollars en seulement 11 mois. Son équipe a rapporté 68 % des revenus de l'entreprise. Mais au moment de nommer un vice-président en 1960, ils ont choisi un homme qu'elle avait formé seulement 8 mois auparavant. Un directeur lui a dit la vraie raison. Il peut parler affaires et golf sur le 9 arrière. Elle est partie ce jour-là, ne voulant plus jamais voir un homme gravir une échelle qu'elle avait construite. Le 8 mars 1962, qui était la Journée internationale de la femme, elle a montré aux dirigeants de l'entreprise la preuve qu'elle gagnait 24 000 $ par année, mais un homme faisant moins qu'elle gagnait le double. Le conseil d'administration a dit qu'elle était un passif à long terme parce qu'elle y était une femme. Ils ont réduit son titre et réduit son salaire à 12 000 $. La note disait que c'était parce que les femmes n'étaient pas faites pour voyager. Elle a conservé cette note et l'a utilisée dans des discours plus tard, disant que les coupures de papier comme celle-là peuvent vous faire saigner dans quelque chose de plus grand. Même après cela, elle n'a pas abandonné. En 1962, elle a commencé à organiser des séminaires de succès juste pour les femmes. Elle en a formé 537 en utilisant un script détaillé de 30 pages. Cela a fonctionné. Leurs ventes moyennes sont passées de 18 $ à 42 $. Mais ensuite, des cadres masculins ont secrètement donné ces documents à une entreprise rivale qui a copié tout le séminaire. Quand elle s'est plainte, son patron a juste dit que l'intelligence concurrentielle était un jeu d'hommes. Cette trahison l'a rendue encore plus déterminée à construire quelque chose où les idées des femmes seraient respectées et protégées. En juin 1963, seulement 3 semaines après la mort de son mari George d'une crise cardiaque, Mary Kay a retiré toutes ses économies, 5 000 $, ce qui représenterait environ 51 000 $ aujourd'hui. Des amis l'ont suppliée de garder de l'argent de côté, mais elle ne l'a pas fait. Elle a dit que si elle allait faire ça, elle devait tout donner. Son magasin a ouvert le 13 septembre 1963, exactement 30 jours après les funérailles de son mari. Cette date est encore célébrée par les conseillères Mary Kay du monde entier. Au début, son fils Richard mélangeait les formules de soins de la peau dans leur cuisine à l'aide d'un mélangeur à main. Après quelques jours, les clientes ont commencé à avoir des éruptions rouges. Paniquée, elle a appelé la FDA. Ils lui ont dit que le conservateur était trop faible. Richard est resté éveillé pendant 3 nuits de suite pour changer la formule. Ils ont réglé le problème juste à temps, car aucun produit n'avait encore été expédié. C'est pourquoi Mary Kay s'est toujours assurée que leur formule était testée par des dermatologues à partir de ce moment-là. Lorsqu'elle a eu besoin d'un prêt de 10 000 $ en août 1963, elle est allée dans 5 banques. Un banquier a ri et a dit que son plan d'affaires ressemblait à un système pyramidal rose et lui a dit d'amener un homme la prochaine fois. Personne n'a approuvé le prêt, alors elle a commencé petit, en achetant seulement 150 pots et en enseignant à son équipe à collecter l'argent avant de recommander. Cette discipline l'a aidé à maintenir l'entreprise sans dette pendant 10 ans. Et l'insulte de ce banquier lui a donné une idée. Elle utiliserait la couleur rose partout, juste pour hanter les hommes qui doutaient d'elle. Mais les choses ne sont pas devenues plus faciles. En octobre 1963, une de ses premières conseillères a volé 1 500 $ des ventes, presque tout ce que l'entreprise avait à ce moment-là. Il ne lui restait que 86 $ à la banque. La paix étant due,
elle a mis en gage la montre de son défunt mari pour 275 $ afin de couvrir les chèques. Elle ne l'a jamais dit aux autres. Ce moment a mené à 2 règles strictes. Dépôt bancaire. Le lundi avant 15 âges et un code d'éthique de la règle d'or répété à chaque réunion. À la fin de 1963, la petite entreprise de Mary Kay avait réalisé 1 545 $ en revenus de gros. Mais en janvier 1964, une autre entreprise de Dallas l'a poursuivie pour avoir utilisé une nuance de rose similaire. L'affaire s'est terminée en avril après qu'elle ait accepté une nouvelle couleur rose et ajouté des bandes dorées à ses pots. Les frais juridiques se sont élevés à 9,200 $, soit près de la moitié du bénéfice de son premier trimestre. Mais l'attention a rendu sa nuance de rose inoubliable. Elle est apparue plus tard surtout des Cadillacs au siège social de l'entreprise. À la fin de 1964, elle a donné à sa meilleure vendeuse une Cadillac coupée Devil Rose d'une valeur de 500 $. Cela a fait les manchettes, mais cela a également attiré l'attention de l'IRS. Certaines conseillères déclaraient la valeur de la voiture comme revenu personnel. En 1965, l'IRS avait ouvert des audits sur 23 conseillères. Mary Kay a modifié les documents de location pour qu'il soit clair que la voiture était destinée à un usage professionnel. Cette formulation a maintenu le rêve de la voiture rose en vie. Au milieu de 1965, son équipe était passée de 9 à 200 femmes et les ventes ont atteint 800 000 $, ce qui représenterait environ 8 millions de dollars aujourd'hui. Mais certaines personnes ont recommencé à l'appeler un système pyramidal. Un rapport indiquait que la plupart des nouvelles conseillères ne récupéraient jamais leur trousse de démarrage de 1 800 $. Un chroniqueur nommé Jack Anderson a même utilisé le terme pyramide rose dans un article national. Mary Kay a répondu par une publicité pleine page expliquant que les femmes pouvaient retourner 90% des articles invendus. Cela a fonctionné. Les régulateurs l'ont laissé tranquille, mais le surnom est resté dans le public. En mai 1968, son entreprise a vendu 350 000 actions pour 13 $ chacune et a réalisé 4,5 millions de dollars. En quelques jours, le cours de l'action a grimpé à 38 $. Cela a attiré l'attention de la CCC. Ils ont trouvé des échanges étranges liés à des employés, mais il n'y a eu aucune accusation. L'entreprise a accepté de modifier la façon dont elle partageait l'information financière. En août 1970, Mary Kay a organisé un grand séminaire à Dallas avec des lustres, des smokings et des épinglettes en diamant de 5 000 $. Les billets coûtaient 75 $ et les femmes étaient incitées à dépenser 300 $ supplémentaires en forfaits hôteliers. Plus tard, 41 anciennes conseillères ont intenté une poursuite, affirmant que l'entreprise avait exagéré ses revenus et les avait poussées à suracheter des actions. Elles ont demandé 2 millions de dollars. Bien que le recours collectif ait été rejeté, des données internes ont révélé que seulement 14% des conseillères gagnaient plus de 50 $ par mois. Mary Kay a réglé l'affaire discrètement, mais à partir de ce moment, l'entreprise a dû partager les chiffres réels des revenus. En 1971, elle a tenté de se développer à l'étranger en se lançant à Sydney. Les ventes ont atteint 4 millions de dollars australiens à la fin de l'année. Mais il y a eu de gros problèmes. 2 nuances de rouge à lèvres ont été interdites en raison de leurs ingrédients. Certains journaux se sont moqués de la marque et les détaillants conservateurs ont refusé de vendre les produits. Mary Kay a dû jeter pour 320 000 $ de stock. Cela a presque arrêté tous les plans mondiaux. Mais les choses se sont améliorées lorsque le Canada a rejoint l'entreprise en 1978. Au cours de l'été 1945, quelque chose de choquant s'est produit derrière l'image rose tendre de Mary Kay Cosmetics. Mary Kay Ash et son fils Richard Rogers ont emprunté 450 millions de dollars pour racheter l'entreprise et la retirer de la bourse de New York. Ils voulaient à nouveau avoir le contrôle total, mais la façon dont ils l'ont fait était dangereuse.
L'argent provenait d'obligations de pacotille et ces obligations avaient des taux d'intérêt supérieurs à 11 %. À un moment donné, ils payaient environ 55 millions de dollars par année juste en intérêts. Cela représentait plus de 80 % de leur flux de trésorerie. S'ils avaient un seul mauvais trimestre, ils perdraient tout. Cela incluait leur immense siège social à Dallas et même les célèbres voitures Cadillac Rose. 2 banques se sont retirées à la dernière minute. Ils ont dû se démener pour trouver d'autres fonds. Cela n'a fonctionné que parce que les ventes ont soudainement augmenté de 17 % en 1986. Si cela ne s'était pas produit, tout l'empire aurait pu s'effondrer. Puis est venu un tournant en 1996. Mary Kay a atteint 1 milliard de dollars de ventes pour la première fois. L'entreprise croissait rapidement, surtout en Asie. Mais il y avait un coup sombre à vendre en Chine. Ils ont dû autoriser à nouveau les tests sur les animaux. En 1989, ils avaient sans promis de ne pas recourir à la cruauté envers les animaux. Cette promesse les a aidés à devenir un favori de PETA. Mais au début des années 1990, ils ont fait marche arrière. En 1996, PETA a confirmé que Mary Kay payait à nouveau pour des tests sur des lapins et des cobayes. Des manifestants ont commencé à se présenter à leurs événements avec des photos d'animaux torturés. L'entreprise a essayé de régler les choses, mais il a fallu attendre 2014 pour arrêter complètement les tests en Chine. Après la mort de Mary Kay en 2001, sa petite fille Kathleen Kerr a intenté une poursuite en 2006. Elle a dit que son oncle Richard Rogers avait vidé les fiducies familiales qui valaient plus de 100 millions de dollars. Elle a affirmé qu'il avait transformé les actions avec droit de vote en actions sans droit de vote en 1945 lors du grand rachat. Cette manœuvre lui a permis de prendre le contrôle et a également réduit la valeur des actions dans les fiducies. Elle a dit qu'elle ne recevait que 350 000 $ par année, ce qui représentait moins d'0,5% des actifs totaux. Pendant ce temps, les fiduciaires gagnaient des millions. Elle a également révélé que l'argent de la fiducie était utilisé pour financer les avantages de l'entreprise Mary Kay, comme les Cadillac Rose et les dépenses de ranch privés. La poursuite s'est terminée discrètement en 2008, mais elle a montré à quel point les choses étaient devenues amères au sein de la famille. En avril 2000, l'entreprise a lancé une gamme de soins de la peau Eco Pink pour aider la planète. Ils ont dit que l'emballage réduirait les déchets de 30 %. Mais pendant qu'ils faisaient la promotion de cela, une vérification interne a découvert quelque chose de choquant. Le personnel des finances avait volé au moins 6,4 millions de dollars en utilisant de fausses factures liées aux produits verts. L'argent était envoyé à de faux fournisseurs au Brésil. Des dénonciateurs ont remarqué des paiements en double et les ont signalés. 3 employés ont démissionné discrètement. L'entreprise n'a jamais rendu le scandale public. Ils ne voulaient pas nuire à leur nouvelle image verte. Après cela, ils ont commencé à revoir leur contrôle financier pour la première fois, même s'ils étaient une entreprise privée. En 2001, Mary Kay était présente dans 35 pays. PCC gagnait que 2 milliards de dollars par année. Mais un problème a commencé à croître. Leur image de marque était trop axée sur les femmes. Dans une poursuite cette année-là, un directeur des ventes masculin nommé David Wolf a dit qu'il était traité injustement. Il ne pouvait pas participer aux voyages de motivation ou conduire les Cadillac Rose. Il n'était même pas autorisé à monter sur scène lors de grands événements. L'entreprise a dit qu'il ne correspondait pas à l'image de marque, mais la poursuite les a forcés à changer leurs règles et à créer des récompenses neutres en matière de genre. En Amérique latine, ils ont commencé à donner des Toyota noirs au lieu des Cadillac Rose. Cette affaire a montré comment leur image se heurtait aux idées modernes sur l'équité. Peu de gens savent que quelques semaines seulement après le rachat de 1945, Mary Kay a subi un accident vasculaire cérébral majeur le 6 juillet. Cela a paralysé son côté droit et lui a enlevé sa capacité de parler. Le conseil d'administration ne l'a pas dit au public. Ils ont dit qu'elle était juste fatiguée.
Pendant 9 mois, son fils a signé tous les documents de l'entreprise pendant qu'elle suivait une thérapie. Ses médecins ont dû lui réapprendre à parler en commençant par des mots de bébé. Elle utilisait un ascenseur de service lors des événements de l'entreprise afin que personne ne la voie en fauteuil roulant. Seulement 10 à 15% des personnes se rétablissent de tels accidents vasculaires cérébraux, mais elle a surpris tout le monde. En 1986, elle est montée sur scène avec une canne rose et a dit « J'ai manqué un rendez-vous avec le destin, mais pas avec l'entreprise ». En 1994, après une hystérectomie d'urgence pour des tumeurs utérines, Mary Kay a créé sa fondation caritative en janvier 1996. Elle a promis 15 millions de dollars sur 15 ans pour aider à lutter contre le cancer chez les femmes. Mais même cela s'est transformé en une bataille. Son beau-frère a dit qu'elle avait promis une partie de cet argent pour des bourses d'études. Il a déposé une requête devant le tribunal demandant que 20% des fonds soient consacrés à l'éducation à la place. La bataille juridique a retardé les subventions de la Fondation. En 1997, seulement 6 centres de recherche ont reçu de l'argent, et ce n'était que 500 000 $ au lieu du million de dollars complet. Ils ont réglé le problème en 1999 et depuis, la Fondation a versé plus de 96 millions de dollars à des causes comme le cancer et la violence domestique. Derrière son sourire public, Mary Kay luttait également contre de graves problèmes de santé. Elle souffrait d'ostéoporose, sa colonne vertébrale montrant de 32 à 2% moins d'os que la normale. Elle portait une attelle dorsale sous ses vêtements coûteux et recevait des traitements par intraveineuse avant les grands événements. En mars 1997, elle a subi un autre accident vasculaire cérébral lors d'une réunion de planification de produits. Les médecins lui ont posé un stimulateur cardiaque 2 jours plus tard. Elle s'est présentée à un séminaire en juillet en utilisant un scooter recouvert de rose rose. On a dit à l'équipe de tournage de ne la filmer qu'à partir de la taille. Ils ne voulaient pas que quiconque voie le déclin. Les gens l'appelaient toujours leur PDG Peter Pan. Après avoir démissionné en 1996, Mary Kay a écrit ses mémoires « Vous pouvez tout avoir ». Il s'est vendu à 700 000 exemplaires, mais la mise à jour de 1997 a ajouté un chapitre intitulé « Compromis ». Dans celui-ci, elle a dit quelque chose qui a brisé beaucoup de cœur. Elle pouvait se souvenir de chaque mot de ses discours de séminaire, mais elle ne pouvait pas se rappeler la couleur de la robe de bal de sa fille. Elle a compté les nuits qu'elle avait passées loin de ses enfants. C'était 860 nuits. C'est exactement une année non bissextile. Elle a dit aux autres de prendre du temps pour leur famille. Elle a dit qu'elle n'avait commencé à le faire qu'à l'âge de 74 ans. Les critiques ont salué son honnêteté. L'un d'eux l'a qualifié de rare mea culpa, d'une icône corporative. Au cours de ces dernières années, de 1998 à 2001, Mary Kay est surtout restée à l'intérieur de son manoir rose au 809-15 Douglas Avenue. La maison avait du marbre rose, des robinets cygnes en or et un lustre en forme de tube de rouge à lèvres. Après une fracture de la hanche en 1999, elle a ajouté un ascenseur et a tenu des réunions d'entreprise dans sa salle de bal. Mais les couloirs sont devenus silencieux. Les membres du personnel sont partis. Les journaux de sécurité ont montré qu'elle est passée de 19 visiteurs par jour en 1996 à seulement 4 à la fin de 2000. Ses petits-enfants lui rendaient visite le dimanche. Il faisait la course en fauteuil roulant dans le couloir de marbre. Cela lui apportait de la joie. Mais elle luttait contre la dépression. Elle est décédée le 22 novembre 2001 à l'âge de 83 ans. Sa succession valait environ 98 millions de dollars. Elle comprenait un manoir de 15 000 pieds carrés, 2 jets privés et des actions de l'entreprise. Puis, comme avant, une poursuite a suivi. Sa petite-fille a de nouveau intenté une poursuite en 2006, disant que son oncle avait pris le contrôle des actions avec droit de vote et les avait transformées en actions de moindre valeur. Elle a dit qu'elle avait été tenue à l'écart du lit de mort de Mary Kay et que certains héritiers ne recevaient que 50 000 $ par année,
même si les fiducies détenaient plus de 200 millions de dollars. L'affaire s'est réglée en 2009, mais elle a montré à quel point la famille était devenue brisée en privé. Mary Kay avait également créé d'énormes fiducies pour sa fille et ses 4 petits-enfants. Les dossiers d'une affaire judiciaire de 2006 ont montré qu'en 2005, la fiducie de chaque petit enfant valait plus de 100 millions de dollars. L'argent provenait des dividendes de l'entreprise et des transactions immobilières. Cela a choqué les conseillères qui gagnaient en moyenne seulement 2 500 $ par année. En 2004 seulement, les fiducies ont versé 9,3 millions de dollars non imposables aux héritiers. C'était plus que ce que 6,200 nouvelles conseillères ont gagné combinées. Certains ont dit que cela prouvait l'écart entre le message de Mary Kay et les chiffres réels. En 2023, Mary Kay comptait 2,4 millions de conseillères de beauté dans près de 40 pays. L'entreprise a réalisé 4,6 milliards de dollars cette année-là. Mais des chiffres internes de 2024 ont montré que la conseillère américaine moyenne ne gagnait que 26 $ en commission. La plupart perdaient de l'argent. Certains critiques ont dit que c'était comme un système pyramidal. Le gouvernement n'a jamais accusé l'entreprise, mais la mauvaise réputation est restée. Richard Rogers, le cofondateur, a été discrètement ajouté à la liste des milliardaires de Forbes en 2013. Sa valeur nette était de 1,2 milliard de dollars. Mais cette même année, une enquête de l'IRS a révélé que sa société offshore avait sous-déclaré 45 millions de dollars de revenus entre 2008 et 2011. Il a payé 32 millions de dollars pour régler l'affaire. L'histoire a à peine fait les manchettes, mais certains croient que la richesse réelle de la famille pourrait être de plus de 6 milliards de dollars cachés dans des couches de fiducies et de comptes étrangers. Cette image d'un empire rose construit sur des rêves semblait maintenant très différente à la dure lumière de ces faits.